Salut à tous, c'est Bismart, on est de retour. Alors, de quoi est-ce qu'on va parler alors, je vais appeler ça les ambitions chinoises. C'est David Bavrez, que vous connaissez forcément quand même, David, voilà, qui sort un bouquin autour des relations entre la Chine et l'Europe. Mais c'est la Chine en général, mais on va parler de tout ça, quoi. Donc voilà, au moment en plus où ils ont mis un satellite, un robot sur Mars, eux aussi. Voilà, on va parler de tout ça. Après, on continuera un peu la conversation qu'on avait hier avec Emery Jacquilla autour des entreprises à mission, du sens, etc. Tiens, je vous poserai la question, David, est-ce que ça les intéresse, les Chinois, l'entreprise à mission? Ils doivent regarder ça, là. Et puis ensuite, c'est une statistique. Vous allez... Une statistique de dingue. Quelle est votre principale source d'amour? Pour 13% des... Alors, c'est un magazine, on verra, j'en testerai la fiabilité avec celui qui m'a apporté ce sondage. Pour 2% des gens interrogés, c'est leurs amis. Pour 13% des gens interrogés, c'est leurs conjoints. Pour 19%, c'est leur famille. Et pour plus de 60%, c'est... Bismart. Source d'amour, leur animal de compagnie. Ouf, je sais pas quoi penser de ça, mais en tout cas pour faire du business, c'est un truc qu'il faut avoir. Les private equity l'ont vu. Ouais. C'est un truc qu'il faut avoir en tête. Donc voilà, on va parler de tout ça et c'est Bismart. Donc, David Bavrez avec nous. Bonjour, David. Bonjour. Alors, je vais poser tout de suite, après on ira dans votre bouquin, etc. Chine-Europe, le grand tourment, etc. Pourquoi est-ce qu'on servirait les ambitions chinoises ? Pourquoi est-ce qu'il faut forcément... C'est toujours cette histoire de faire un pont. Alors, l'Europe, ça devrait être un pont entre ceci et cela. Mais pourquoi ? Pourquoi est-ce que l'Europe ne pourrait pas s'affirmer en tant qu'Europe et faire un gros bras d'honneur à l'ensemble de ceux qui, d'une manière ou d'une autre, veulent profiter de sa richesse? Parce que c'est ça le sujet. Ils veulent profiter de notre richesse. Il ne s'agit pas du tout d'être servile auprès des Chinois. Pas servile, même pas, mais il faut juste écouter le message de 2008 qu'on n'a pas voulu entendre, de la crise financière. Nous passons d'une planète de 700 millions de privilégiés occidentaux, européens et américains, à une planète de 8 milliards de gens. Donc ce n'est pas une question de Chinois, ce n'est pas une question de Brésiliens, d'Africains ou de Latino-Américains. C'est une question de nous ne pouvons pas continuer, nous, occidentaux, à vivre de la manière dont nous vivons, parce qu'à 8 milliards, ça pète. On ne l'a pas compris en 2008. Comment ça? Je ne comprends pas, David. Vivre de la manière dont nous vivons, c'est-à-dire à quel point de vue? C'est en privilégié, c'est-à-dire en consommant la planète beaucoup plus qu'elle ne peut résister, et de dire, nous devons inventer un nouveau système. Nous devons inventer un nouveau mode de vie fondé sur l'économie du partage, qui fait que, et pour ça, vous allez voir que la Chine est en avance sur nous. Parce que quand vous êtes j'y crois pas un instant à cette histoire-là. Ceux qui consomment la planète à pas savoir qu'en faire aujourd'hui, ceux chez qui bien évidemment, le gaz à effet de serre est en expansion, ceux qui ouvrent des centrales à charbon aujourd'hui, en veux-tu, en voilà, c'est les Chinois quand même, David. Vous vivez à Paris, la plus belle ville du monde, dans un immeuble de 6 étages. Ça se passe très bien. Vous avez une ou deux voitures. Tout ça se passe très bien pour respirer. Le ciel est bleu. Moi, à Hong Kong, un habitant sur deux est au-dessus du 16e étage. La classe moyenne chinoise n'existe pas, puisque ce sont des gens, c'est un foyer de 3 personnes qui vivent dans 50 mètres carrés dans une tour. Donc la vie, le mode de vie qu'ont ces gens-là est complètement différent d'une autre. Si nous voulons vivre à 7-8 milliards, c'est ce qu'on nous a dit en 2008 et on a refusé. Et là, cette fois-ci, c'est du... Attends, ça m'intéresse, mais je ne comprends pas. Mais vous allez comprendre. Ils vivent au 16e étage. Mais c'est très bien qu'ils vivent au 16e étage. En plus, 3 dans 50 mètres carrés, c'est pas mal. Enfin, ça va. Je pense qu'il y a beaucoup de Parisiens qui seraient contents. Merveilleux. Mais vous savez quoi ? Si on veut améliorer le sort, non pas de 700 millions de personnes, mais de 7 à 8 milliards, il faut qu'on pense autrement. Et il faut qu'on devienne un peu ouvert à de nouveaux modèles économiques qui sont basés sur l'économie du partage et qui sont rendus possibles par une révolution technologique qui s'appelle la révolution digitale, que nous adoptons de manière très très lente. Vous voyez aujourd'hui, regardez ce qui se passe. Attendez, David, tout le monde, enfin, je veux surtout pas porter de jugement de valeur là-dessus, mais on en parle tous les jours. Tous les chefs d'entreprise sont aujourd'hui conscients de faire évoluer leur business model dans le sens que vous décrivez. J'ai aucun doute là-dessus. Aujourd'hui, l'action de l'Iliade est en baisse de 10%. Pourquoi ? Parce que Xavier Niel dit « Je dois accélérer la construction de mon réseau 5G ». Ouais. Okay, la France, c'est 50 000 stations de base en 2025. Shanghai, l'an dernier, c'est déjà ça. Juste la mairie de Shanghai. Et alors ? Alors, c'est quoi ? C'est que les Chinois ont compris
Parce que c'est bien parce que vous allez enfoncer tous les trucs qui m'énervent ces derniers mois. La 5G, le deuxième truc qui m'énerve ces derniers mois. C'est une espèce de frénésie pour la 5G. Ce que vous ne comprenez pas, c'est que le problème du XXIe siècle, c'est l'explosion démographique et c'est la densité de population. Pas chez nous. Donc, et ben voilà, vous avez la réponse. Vous êtes un égoïste, vous faites partie de ces 700 millions. Non, mais c'est pas ça le sujet. Non, vous me disiez, qu'est-ce que c'est que cette histoire? On va pas assez vite pour la 5G. Moi, je vous réponds, je vois pas le rapport. Je vais vous expliquer. Vous êtes un client Uber, c'est-à-dire que vous voulez qu'on résolve les problèmes des riches. Vous adorez la Silicon Valley qui ne pense qu'aux problèmes des riches. Moi, en Chine, c'est Blablacar. C'est Blablacar. C'est-à-dire que c'est l'économie du partage. C'est des gens qui... Mais non, je suis à scooter. Uber, ça ne change rien au coût kilométrique. C'est toujours entre 1 et 3 $ du kilomètre. Donc, c'est pas comme ça qu'on va résoudre le problème de la mobilité. Blablacar, il le fait tomber à 5 centimes. Donc, vous avez divisé. Vous rendez exactement le même service, mais en divisez votre base de coût, en l'occurrence de 1 à 20, 1 à 30, pour que, non pas 700 millions d'égoïstes comme vous puissent bénéficier de la vie, mais 7 à 8 milliards. On se fait engueuler maintenant. Mais David, Blablacar, vous citez Blablacar, ça veut donc dire que c'est bien en Europe que ça naît, ces modèles-là, enfin. Exactement. Bon, alors, où est le problème? Non, parce que je vois pas de quoi on est coupable, en fait, depuis que vous avez commencé à ce réquisitoire passionnant. On est coupable si on ne fait pas des Blablacar partout. Et c'est ça ce qui change. Enfin, ça qu'il les fasse. Mais non, mais voyez, là, on vient la semaine prochaine, de vous interner pendant un an. Donc le Covid, il faut quand même en tirer une leçon. Tiens, il vient d'où d'ailleurs? La leçon, c'est quoi? Le virus chinois, comme disait l'autre. C'est expliqué dans le livre. C'est qu'on voit bien que la seule manière de vivre, c'est l'accélération de la digitalisation. Et c'est ce qu'a permis le Covid. Vous avez été enfermé, un tiers de l'économie est face à face. Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est que moi qui suis investisseur, ce qui m'intéresse, ce sont toutes les activités où je n'ai jamais été traité comme client et où je vais devenir client par rapport à cette digitalisation. Donc, jusqu'à présent, quand vous dites tout le monde fait du digital, c'est complètement faux. Vous, dans les médias, vous faites du digital. C'est pour ça que vous êtes au courant. Le commerce fait du digital. Le tourisme fait du digital. Ce sont les seuls 3 secteurs où les 3 plus grosses market cap des nouveaux entrants sont supérieurs aux historiques. La banque et l'assurance... Est-ce que vous êtes client d'une banque ou est-ce qu'il y a un assureur qui vous a traité comme client? Jamais. Il y en a un qui vient demain, là, encore un nouveau. Là. C'est en train de monter un petit peu du côté de l'assurance. Ouais, mais là, c'est un problème prudentiel, en fait. Non, c'est un problème que vous avez été obligé d'acheter. Je n'ai jamais été traité comme client. L'éducation. Non, mais vous ne pouvez pas balayer ça comme ça, parce que moi, je sais de quoi on parle. La banque, l'assurance, c'est compliqué, David. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas... j'arrête pas. Mais non, toutes les banques européennes traitent aujourd'hui à la moitié de leur valeur nette comptable parce qu'il n'y a plus de business model, parce qu'on leur dit... mais c'est pas lié à la digitalisation, c'est lié au taux négatif, c'est lié à l'explosion aujourd'hui de l'ensemble du crédit. Tout ça, c'est 2008, ce que je vous ai dit. 70% des millennials préfèrent aller... Parce que c'est pas le cas aux États-Unis, où ils n'ont pas beaucoup plus fait la révolution digitale qu'en Europe, les banques. 70% des millennials... Répondez-moi. Aux États-Unis, les capitalisations bancaires pètent le feu. Ils n'ont pas plus fait la révolution digitale que la BNP. JP Morgan dépense 10% de son chiffre d'affaires en Haïti. Mais BNP, c'est combien? À mon avis, je ne sais pas, on demandera. Vous allez voir. Je vous donne la réponse demain, mesdames, messieurs. En plus, comme ça marche, c'est eux qui vont vous l'apporter. Je vous dis que ce qui est passionnant quand on est en Chine, on est l'équivalent de 1920 à Chicago. Ce sont les Roaring Twenties, nous devons tout réinventer. On doit réinventer la manière dont on conçoit les produits, on doit réinventer la manière dont on les produit et la manière dont on les vend, en réduisant les structures de coûts de 1 à 10. Et ça, c'est le digital. Donc, vous le voyez bien dans les médias. Là, on est chez Bismart, donc on est smart. Ça, c'est la bonne nouvelle. Enfin, on essaye. La mauvaise nouvelle, c'est que le Chinois qui est en train de nous... Il dit, mais je vais monter Bismarter. Mais oui, mais ça, c'est pas grave, ça. Mais non, mais parce que là, on discute, mais si ça se trouve... Nous, on a des barrières à l'entrée terribles, c'est la langue. Mais non, mais vos auditeurs, ils trouvent peut-être que je suis très mauvais, mais ils vont voter, ils font ça. Du coup, vous savez, vous pouvez me larguer. Et puis, ceux qui trouvent que je suis génial, ils disent, mais son bouquin, je voudrais l'acheter, mais pourquoi il n'est pas en icône sur l'écran? Et je clique et ça... Ouais, attends, il va y être, il va y être. Il est où le clic qui permet sur Alipay de l'acheter? Et j'ai dit logistique qui me le livre en une demi-heure. Non, mais David, si on fait ça, moi, je veux une participation au bénéfice. Mais bien évidemment, et c'est comme ça que vous avez un business model. Ah bah... Et ben voilà. Oui. Vous voyez, ça s'appelle TikTok et ça va être introduit en bourse. On nous dit c'est 400 milliards de dollars. C'est pas 2 milliards de Lagardère, c'est 400 milliards de dollars. Mais ça vaut 2 milliards Lagardère encore? Non. Je sais pas. Ça vaut moins que ça, non.
Enfin, ça ne les vaut pas, ça c'est clair. Mais... Bon, mais enfin, moi, je le fais à l'ancienne. Encore, il est là, le bouquin de David, dont on ne parle pas. Il faut quand même qu'on en parle à un moment. Non, c'est intéressant tout ça. Je vous trouve très, très sévère avec les entreprises européennes. Très sévère. Pas parce du que tout. Moi, je suis au contact de ces boîtes. Elles sont toutes en train... Vous dites... parce que continuons cette discussion, elle est intéressante. Alors, bon Dieu, est-ce que vous avez été vacciné? Vous avez été vacciné? C'est quoi votre vaccin? Vous avez pris un Pfizer? Non, j'y suis pas encore allé. Parce que, vous savez quoi? Ça m'intéresse pas comme activité. Moi, je suis pas dans le débat. Mais j'ai pas le temps. Moi, je vais vous dire. J'y vais demain. J'ai eu un copain allemand au téléphone ce week-end. Je lui ai dit j'ai été vacciné Pfizer. Il m'a dit non. Tu as été vacciné BioNTech. BioNTech, ouais. Ok. Ouais. Donc ça, c'est européen, c'est pas américain. Ouais. Ok. Ouais. Donc l'Europe n'est absolument pas morte. Bon bah voilà. Mais donc. Je vous ai jamais dit qu'elle était morte. Mais c'est vous qui m'avez dit qu'on devait bosser seulement pour les Chinois. Je vous dis au contraire. Non, je vous dis justement la puissance qu'on représente à un moment doit s'exprimer par elle-même et arrêter de réfléchir aux relations. Les Américains, ils réfléchissent pas aux relations qu'ils vont avoir avec l'Europe. Que des intérêts. Et exactement. Ben, je dis. Et à un moment, en tant que puissance, tu veux travailler avec nous, ok, mais à nos règles, point à la ligne. Alors, on va essayer d'être un peu plus intelligent, ça va être fabuleux, parce qu'on est chez Bismart, et on va essayer de trouver une complémentarité. Donc, on va arrêter les trucs de politique qui sont la réciprocité. Quand vous avez un marché de 1,4 milliard et qu'on est 60 millions de Français, on arrête. La souveraineté dans un monde VUCA... Non, on est 470 millions d'Européens et on a un pouvoir d'achat qui doit être le triple aujourd'hui du milliard 400 millions. Et le monde, il est VUCA. Il est volatile, incertain, complexe et ambigu. C'est l'armée américaine qui l'a dit. Donc, vouloir une souveraineté dans un monde VUCA où tout change d'un jour à l'autre, ça n'est absolument pas le sujet. Le lendemain, vous l'avez perdu, votre souveraineté. Celle que vous avez négociée, c'était celle d'hier. Donc, ce qu'il faut, c'est comprendre l'interdépendance et la complémentarité. Meilleur exemple que vous avez, semi-conducteurs. Vous voyez, on découvre tout d'un coup que les Chinois, c'est pas les Chinois. Les Asiatiques, non mais c'est Samsung, c'est les Coréens, ce sont les Asiatiques qui produisent. David, les Chinois, ils sont encore plus... ils ont encore plus de problèmes que nous avec les semi-conducteurs. Vous le savez parfaitement bien. Non, mais ils travaillent pour nous, donc ils fabriquent nos trucs. Donc vous voyez bien que le monde d'aujourd'hui, c'est pour ça que je vous dis qu'il faut que vous arrêtiez d'être un égoïste de 700 millions de. Il faut qu'on travaille. Pourquoi vous, encore une fois, vous m'avez pas démontré en quoi je suis égoïste. Moi, je me sens pas égoïste, particulièrement égoïste. S'il y a aujourd'hui des entreprises, alors là, Biden est en train de mettre une impulsion aux États-Unis incroyable, et comme les États-Unis sont les États-Unis, il commet l'erreur qu'a commise la Chine en 2008. Un plan stimulus énorme, tout à fait excessif. Phénoménal. Et qui fait que ça va... c'est la prochaine crise monétaire. Et voyez, au contraire, la Chine a compris son erreur de 2008 et cette fois-ci fait le plan stimulus minimum pour dire il n'y a plus de releveraging. Quand on a 300% de dette sur PNB, on pense un peu aux enfants. Et on arrête le délire et on se met à travailler. Et c'est ça qui est extraordinaire en Chine, c'est que quand vous êtes investisseur, aujourd'hui, vous voyez que la priorité chinoise, c'est la productivité. Et pourquoi? Parce que vous avez une population qui vieillit. Donc nous, on dit c'est mauvais signe, une population qui vieillit. La Chine, de manière toujours menace en opportunité, dit... Mais ça, alors, David, sérieusement, c'est pas nouveau. C'est-à-dire, tiens, pour le coup, on parlait de... Moi, je me souviens de Baudouin Pro, à l'époque où il dirigeait BNP Paribas, qui me faisait l'espèce de pyramide inversée de ce que le citoyen chinois, en fait, qui avait 40 ans, c'était il y a une dizaine d'années, a sur les épaules ses parents, ses grands-parents, etc. Et pour lui, c'était le signe que ce pays, de toute façon, allait avoir un problème structurel. C'est pour ça qu'il a besoin de nous. Vous savez, pourquoi Gucci, les ventes de Gucci cartonnent en Chine auprès des 15-25 ans? C'est que c'est leur famille. Je vous ai dit, vous m'avez dit que c'était génial de vivre au 16e étage avec des parents qui sont des grands-parents ou d'arrière-grands-parents parce qu'ils ne sont pas sur Internet. Et ces marques occidentales, notre style de vie, devient la famille virtuelle de tous ces Chinois. C'est pour ça qu'on a plein de trucs à leur apporter. David, parce que quand même, on a le temps sur Bismart, mais quand même, il faut un peu parler de votre bouquin. Rapide, parce que, compris, oui. Non, mais un peu... Parce que, alors, juste parce qu'il faut prévenir les téléspectateurs. C'est un peu déroutant. Principe de précaution, hein, vous êtes européen. Vous êtes européen, c'est bien. Non, pas principe de précaution, j'ai pas envie qu'ils m'en veulent. Enfin bref. C'est déroutant la façon dont vous choisissez d'écrire, parce que c'est une série de dialogues. C'est une série de dialogues d'un Xi Jinping donc, qui discute avec des Européens. Oui, c'est ça, ce sont des Européens. Hein, un Français qui s'appelle Jean Neymar. C'est pas génial, ça. Vous auriez pu être un petit peu... Enfin bon, bref. Un Français, une Italienne, un Allemand qui lui parle industrie, effectivement. Mais ce qui m'a beaucoup surpris... Alors, c'est très, très intéressant. Vous apprendrez plein de trucs, divers et variés, d'ailleurs, parce que vous parlez de tout et c'est très bien. Mais ce qui m'a beaucoup déstabilisé, c'est que Xi Jinping... Vous le présentez en fait comme un gars affable, empathique, sympathique, ouvert, alors qu'à mon avis, c'est un
paranoïaque, fou furieux, au dernier degré, obligatoirement pour occuper la position qu'il occupe. Donc c'est un peu gênant, ça, comme principe de base. C'est pour ça que dans la préface, je dis que c'est un roman fiction. Hein, oui, mais vraiment fiction. Donc, non, parce que ce qui est intéressant, c'est pourquoi je suis obligé de recourir à la fiction quand je parle de la Chine. Si j'écris un essai traditionnel, au bout de 2 pages, vous allez me demander est-ce que vous êtes pro-chinois, anti-chinois, est-ce que vous êtes défenseur des droits de l'homme ou est-ce que vous êtes un salaud et un type qui veut juste faire du pognon en Chine. Et donc le seul moyen pour moi, on est en rivalité systémique. On est en rivalité systémique. Quand même. Et donc ce que j'ai voulu de manière... Vous, votre métier est fabuleux. Moi, je rêve d'être libre comme vous pouvez être subjectif. On vous paye pour être subjectif. Moi, mon métier d'investisseur, je suis obligé d'être objectif. Chaque fois que je suis subjectif, je perds de l'argent. La liberté, ça s'achète... Non, voilà. Ça suce que si on ne s'en sert pas, oui, vous le savez très bien. Ici, donc, on est libre. Ici. Et oui. Et donc, j'ai été obligé de faire ça parce que c'est le seul moyen, la fiction, de pouvoir présenter les 2 systèmes, les 2 rivaux qui s'affrontent. Ils parlent. Ils s'affrontent pas. Tout est sympathique. C'est cool. Vous l'avez bien lu, vous êtes sûr? Il y a un moment où ils s'affrontent. Alors, si vous pouvez le dire au gouvernement chinois, ça m'arrangerait, parce que moi, j'ai une mère qui me dit tu vas rentrer à Hong Kong, ils vont te mettre en prison. C'est vrai. Donc c'est bien. Donc si vous me dites, si vous m'engueulez en disant vous êtes trop gentil, et la mère me dit t'es beaucoup trop méchant, c'est sans doute que je suis assez proche de la vérité. Donc c'est bon. Ce que je voulais, c'était de manière objective présenter les 2 systèmes avec ses forces et ses faiblesses, de manière à ce que nous, on arrête de dire soit la Chine est numéro 1 mondial et on est foutu, soit la Chine est en faillite et on ne va pas leur parler. Il y a une vérité entre les 2. Mais est-ce que... Alors, c'est ça la vraie question que je me posais en lisant le bouquin. Ce Xi Jinping, donc, que vous représentez, empathique, avenant, curieux, est-ce qu'ils sont... En fait, est-ce que c'est leur démarche? Est-ce qu'aujourd'hui, le pouvoir chinois est empathique, avenant et curieux à savoir ce qui peut fonctionner entre l'Europe et la Chine? Alors, il n'y a jamais une Chine. Il y en a c'est pour ça que je vous parle du pouvoir. Il y en a minimum 2 et il y en a beaucoup plus. Combien? Et là, en l'occurrence, qui sont à la tête par exemple, prenons le grand débat aujourd'hui à l'intérieur de la Chine. C'est que vous avez la moitié des dirigeants qui disent le pays est fermé depuis 1 an. On ne s'est jamais aussi bien porté, on n'a jamais autant exporté, il n'y a jamais autant d'argent qui est rentré, et il faut qu'on envahisse Taïwan. Donc on ferme et on ne rouvre pas. C'est ça. Okay, et puis vous avez une autre partie. On a appelé en partie la double boucle, là. C'est la fameuse double boucle du programme du Parti communiste chinois, mais qui est en fait l'idée comptons beaucoup plus qu'on ne l'a fait jusqu'à maintenant sur nos forces intérieures. Exactement. Voilà. Puis vous avez les entrepreneurs privés qui sont 50% de la Chine, enfin 100% des emplois créés, et qui disent mais les gars, vous êtes dingues. Chaque fois qu'on s'est fermé historiquement sur nous-mêmes, on est allé dans le mur. Donc c'est là où nous, Européens, nous avons aussi... c'est pas une guerre froide entre les États-Unis et la Chine. Ils font plus de 500 milliards de dollars d'échanges chaque année. C'est une paix froide. Donc ils font semblant d'être en paix, ils se battent, mais ils sont en paix, ils font du commerce. Nous avons un rôle à jouer. Enfin, soit on disparaît de la carte, parce que aussi bien Américains que Chinois vont nous voyer, soit on dit aux Chinois, on va vous aider. On dit à cette moitié de Chine qui veut rester ouverte, on dit mais on va vous aider. Et c'est pas pour vous faire plaisir, c'est qu'on a aussi un intérêt à y trouver, puisque cette complémentarité, on va faire en sorte qu'elle nous bénéficie. Enfin, vous prenez, invitez ici les patrons de Kering, LVMH, Pernod, L'Oréal, Biomérieux, GC Deco, Air Liquide, tous, Seb, que des sociétés à capitaux familiaux. Et allez leur dire qu'il faut qu'ils arrêtent de faire du business en Chine. Mais j'ai jamais dit ça, moi. Et ben voilà, donc voyez qu'il faut qu'on continue à bosser ensemble. Mais bien sûr, mais on n'a pas à passer entre leurs fourches codines, c'est ça le sujet. Mais c'est justement l'opportunité. C'est pour ça qu'il y a un tournant, c'est pour ça que mon livre s'appelle Le Grand Tournant, c'est que là, les Américains sont foutus dehors. C'est que les Chinois ne veulent plus des Américains, parce qu'ils savent très bien que du jour au lendemain, aujourd'hui, ils aimeraient bien leurs semi-conducteurs et ils les ont plus, quoi. Non, mais ils savent très bien toute leur industrie électronique en souffre quand même terriblement. Vous avez vu qu'il y a 3 jours, la semaine dernière, les 3 sociétés de télécom chinoises sont virées de la bourse de New York. Comment voulez-vous faire du business avec ces gens-là? Donc nous avons une opportunité historique à dire aux Chinois, et c'est là où il faut un peu changer le ton. Et Mme van der Leyen, j'espère, va y arriver en disant si vous ne le faites pas, là on se remet avec les Américains. On l'a fait tout le XXe siècle, donc on sait faire. On ne veut pas, parce qu'ils nous taxent. BNP, que vous avez 8 milliards, Volkswagen, 10. Volkswagen, 20, Bayer, 10. Oui, mais enfin, ils l'ont fait chercher en même temps. Volkswagen, ils l'ont bien fait. Et qu'est-ce qu'on a fait? On a réagi? Non. Donc on veut, si on est intelligent, on va jouer l'un contre l'autre. C'est comme, vous avez un Picasso à vendre aujourd'hui, vous pouvez le vendre soit à New York, David, soit qu'est-ce que c'est à Shanghai. L'un contre l'autre. Qu'est-ce que c'est que le sharp power?
Le sharp power, c'est l'inverse du soft power. Exactement. C'est-à-dire que soft power, chez un Américain, je fais semblant de vous charmer. Ouais. Puis en fait, je vous entube, vous n'en rendez pas compte. Le sharp power, c'est le rapport de force. C'est uniquement le rapport de force. Et ça, c'est... Parce que c'est l'un des clichés qui est véhiculé autour de la Chine. C'est toujours un rapport de force. Et vous le confirmez, c'est toujours un rapport de force. Absolument, et c'est pour ça qu'il faut qu'on invente, c'est des suggestions, alors je l'ai volé à un ancien Premier ministre australien, qu'on invente le G-2, où on dit aussi bien aux Chinois qu'aux Américains, vous voyez, si vous tapez dessus, vous voyez ce qui se passe, on finit avec le Covid. Et que quand on a un virus chez nous, on ne vous le dit pas, parce que le 15 janvier, on doit signer un accord commercial. C'est très important, ça. Expliquez. Alors, en plus, il se trouve que c'est le patron de Foxconn, il y a pratiquement 2 ans, qui avait commencé à parler du G2. C'est-à-dire en disant, en gros... Non, mais c'est foutu, ça. Vous voyez, il se parle pas. Non, mais ce qu'il disait... Non, on mais est tombé au G0, et il faut qu'on fasse le G-2. On les met dehors, on se met tous ensemble, à part 1,4 milliard de Chinois, 400 millions d'Américains, et on dit, les gars... Nous, on est quand même 7 milliards, enfin 6 milliards. C'est ce que je vous dis depuis le début, David. Donc, on est bien d'accord. Bon, on se rejoint. Voilà. Donc, vous êtes d'accord. On n'a pas besoin d'eux. Il n'y a aucune raison d'aller leur faire des courbettes. Sauf qu'il faut qu'on soit crédible. OK. Nous, ensemble européens. Et que donc, oui. Alors ça, oui. Non, pas on est loin de 400 millions. Non, il y a l'Indo-Pacifique. Il faut qu'on ramène les Japonais, les Australiens, les Néo-Zélandais, Jacinda, le meilleur leadership. Jacinda Ardern, le meilleur leadership de toute la... Ben voilà, vous vous en foutez. Non, moi, je vous dis que c'est une île, c'est facile. Non, c'est une femme, c'est ça qui vous dérange. C'est une femme extraordinaire qui a le mélange d'empathie extrême et d'autorité extrême. Exactement l'inverse de ce qu'on a eu chez nous en Europe. Non, mais vous racontez la scène, elle est merveilleuse d'ailleurs, où elle arrive en retard à une interview en disant « Excusez-moi, le bébé n'arrivait pas à s'endormir ». C'est fantastique, d'accord. Vous avez toute la population qui est derrière l'objectif. Oui, toute la population, c'est combien? C'est 7 millions de personnes, c'est la Nouvelle-Zélande, c'est tout petit. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. C'est multiplié par 10. Vous savez, le leadership, ça peut multiplier par 10, 100 000, David, ça marche. Vous le savez, c'est un des grands sujets de l'économie. C'est un sujet passionnant d'ailleurs dans les comparaisons internationales. Est-ce que ce qui est vrai dans les petits pays, et notamment on parle souvent du modèle suisse, est exportable dans des grands pays? C'est très compliqué. On vous dit Répondre est très compliqué. La digitalisation, il faut faire du big data, il faut être très gros. C'est qui le meilleur pays européen en matière de digitalisation? Ça doit être l'Estonie, non? Voilà. Yes, j'ai gagné. Je suis pas... Voilà, tu vois, non, fausse excuse. Le type qui vous dit « je suis trop petit » ou « je suis trop grand, donc je peux pas faire ». Non. On arrête le pipeau, leadership. C'est une femme d'ailleurs, un Premier ministre estonienne. Absolument. Ouais, absolument. Elle écrit en anglais sur Twitter, parce que j'ai vu ça récemment et j'ai trouvé ça étrange. Enfin, il y a beaucoup de gens qui écrivent en anglais sur Twitter. Oui, mais la première ministre estonienne. Oui, bien sûr. Oui. Bon, d'accord, sa langue est très compliquée et sans doute parlée par assez peu de gens. Planète de 7 à 8 milliards. Bon, on n'a pas beaucoup vendu votre bouquin, David, mais c'était passionnant. Sharp Power. C'est pas grave, c'est plutôt bien de ne pas le vendre parce que vous revenez bientôt. Je m'engage, si vous n'avez rien appris sur la Chine, à vous le rembourser. Donc, moins vous en vendez. Moi, là, on a tiré 10 000. Oui, c'est écrit où ça? Je l'ai pas vu. Ça poste-face. Ah ouais? Si vous n'apprenez rien sur la Chine, alors moi, on a tiré 10 000 exemplaires, j'avais pour 200 000 € si tout le monde me demande d'être remboursé. Donc, n'en parlez surtout pas. Alors, non, mais alors, pour le coup, le truc qui... Mais parce que vous parlez d'énormément de choses, vous parlez de la flèche de Notre-Dame, etc. Et c'est surtout la phrase de Kissinger que je ne connaissais pas au moment de la guerre Iran-Irak, et il faut y repenser sans arrêt. Dommage qu'ils ne puissent pas perdre tous les deux. Et c'est ce que Mme von der Leyen devrait dire à la fois à M. Biden et à M. Xi Jinping. On est d'accord. Merci, David. Laissez-moi. David Bavrez était notre invité sur Bismart. On repart, les amis, on repart. Alors, c'est Luc Breton est avec nous. Bonjour, Luc. Bonjour, Stéphane. On se connaît bien, mais justement, on va en parler. Luc Breton, tu as été directeur de l'innovation d'Orange pendant combien de temps, Luc? Presque 7 ans. Ouais. Presque 7 ans, voilà. Au technocentre d'Orange, etc. Au cœur, justement, de l'écosystème start-up. Et là, depuis, 2 ans? 2 ans. Tu as quitté le groupe? Donc il va falloir, parce que ça, à chaque fois, je pense que ça intéresse beaucoup ceux qui nous écoutent et qui nous regardent, les grands virages comme ça de cadre supérieur, cadre dirigeant, etc. Tu t'es lancé donc dans les RH. Mais c'est quoi exactement? C'est-à-dire, tu veux faire en fait une sorte de... comment est-ce que je vais dire ça? Un cabinet de conseil en management du 21e siècle, c'est ça un peu le projet, Luc? Oui, à part que je ne me définis pas comme un consultant, mais plus comme quelqu'un qui va fédérer une communauté mondiale
sur les nouvelles formes de management, les nouvelles formes de travail. Et ma raison d'être, puisque c'est la saison des raisons d'être... Ah ben c'est même tout ton pitch, quoi. Hein. Absolument. C'est changer le travail pour changer la société. Et je pense que ce qui tourne pas rond dans la société, bien souvent, Shadow of the Leader, enfin, ça vient de ce qu'on a vécu. Quoi Shadow of the Leader, c'est ce qui est retransmis par les managers dans le monde du travail. On passe quand même 8 à 10 heures par jour au travail, pour la plupart d'entre nous, les actifs en tout cas. Eh bien, ça déteint. Ce que les pratiques des leaders déteignent sur toute la hiérarchie de l'organisation. Et ensuite, quand on sort du travail, ça déteint sur nos vies personnelles, en fait, sur la société avec un grand S. Et ça déteint pas forcément dans le bon sens, puisque l'organisation au travail a un certain nombre de particularités, de patterns qui sont quand même aujourd'hui archaïques. Et qui font que on reproduit ça dans le monde associatif, on reproduit ça dans sa famille, et ça va générer un certain nombre de tensions, de dysfonctionnements, et parce que ça n'a rien de particulièrement naturel en fait. C'est intéressant ça, dis donc. Donc moi, l'impact... Parce qu'on a plutôt tendance à dire que c'est la tension de la société qui rejaillit sur l'entreprise. Toi, tu vois le truc ? Moi, je pense qu'on passe l'essentiel de notre temps en entreprise, au travail, que les relations, ils sont totalement fausses. Enfin, en tout cas, beaucoup de ces relations sont fausses, sont empreintes de jeux de rôle, de jeux de pouvoir, de ce fameux lien de subordination personnelle qui en fait tout foirer, fait foirer beaucoup de choses. Alors c'était très efficace dans un monde industriel où on fabriquait des Ford Ka, où tout se ressemblait, tout était linéaire. On savait que pendant 10 ans, on allait pouvoir vendre des voitures d'un certain type. Aujourd'hui, dans le monde VUCA, un certain volatile, etc., que l'on connaît tous aujourd'hui. VUCA fordonné, VUCA volatile, incertain, complexe. Et A. Voilà. Et donc, qu'on retrouvera. C'est ce nouveau contexte-là qui rend ces formats archaïques, ces formats historiques archaïques. Mais ce qui est intéressant, alors c'est compliqué parce que tu as une forme de devoir de réserve, etc. et tout, mais donc tu l'as vécu, toi, Luc. Par rapport, moi, là où ça m'intéresse beaucoup ta démarche, par rapport aux start-upers qui débarquent en disant « vous allez voir, on va tout changer », c'est que toi, tu as vécu le grand groupe. Puis alors, le vrai grand groupe, quoi. Voilà. Orange, 100 000 personnes, boum, voilà. Ça se pose là. Oui, et puis qui plus est, je l'ai vécu pendant 20 ans, donc c'est vrai que j'ai quasiment... Enfin, je suis rentré dedans au moment de la privatisation. Donc, c'était quand même une entité qui était une émanation de l'État et qui est rentrée dans le secteur privé. D'ailleurs, en échangeant... du cash contre du papier, ce qui a provoqué un certain nombre de déboires à un moment donné financiers avec le plan de Thierry Breton lorsqu'il est arrivé pour sauver l'entreprise, etc. Donc tout ça, ça a été incroyablement intéressant à vivre de l'intérieur, cette transformation d'un ministère, quasiment des PTT, jusqu'à une organisation extrêmement concurrentielle. Et ça s'est vécu dans une douleur terrible, enfin, sur les années 2005, 2006, 2007, 2008, voilà, l'ensemble de cette période que personne n'a oublié autour d'Orange. À un certain moment où on a cru que des processus qui étaient ceux de l'industrie pouvaient s'appliquer à une industrie du service. Voilà, c'est ça. Ce qui n'est pas possible, en fait. C'est mal connaître le monde des télécoms. Donc ça a provoqué certaines tensions. Après, la transformation du groupe Orange, elle est quand même assez remarquable malgré tout, puisque, évidemment, c'est un grand groupe comme d'autres, avec beaucoup de lourdeur, de bureaucratie, un certain nombre de bureaucraties, etc. Mais par rapport à la moyenne, je dirais, du CAC 40, Orange s'en sort plutôt bien. Et puis, par rapport au grand groupe en général, il y a eu quand même une transformation bien supérieure, partant de la situation initiale que j'ai décrite précédemment, qui était quasiment, même pas quasiment, qui était un ministère d'État, en fait. Ce que tu décris à travers, donc, alors, on a écrit, nous, fondateurs de Purpose for Good. Purpose for Good, oui, absolument. C'est plein de bons sentiments, tout ça, c'est merveilleux, c'est un conte de fées. Ce que tu décris, c'est l'entreprise libérée, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui l'entreprise libérée ? Moi, entreprise libérée, ça ne me parle pas beaucoup. Par contre, libérer le potentiel des personnes dans les entreprises, oui, ça me parle. C'est-à-dire que moi, je me suis toujours considéré comme un... Entreprise libérée, ça veut dire, de ce que j'en ai compris, ça veut dire très forte autonomie. Voilà, c'est ça. C'est donnée à l'ensemble des maillons de la chaîne. Ça me va bien.
C'est développer en fait en interne un sentiment d'intrapreneuriat, d'entrepreneuriat, développer les réflexes d'entrepreneur au sein d'une organisation, fût-elle grande. Et donc c'est vraiment ça qui m'intéresse en fait, puisque aujourd'hui ce qui frustre les gens, ce qui fait qu'on a 85% de gens qui ont plutôt un rapport alimentaire avec leur organisation et pas d'être à l'attaque le matin en se levant ou d'être au service de son équipe. Eh bien, c'est lourdeur organisationnelle, c'est le fait qu'on est obligé de répondre à un chef qui lui-même répond à un chef. Mais oui, mais dans un groupe de plusieurs dizaines de milliers de personnes, tu es obligé à un moment de fonctionner comme ça, Luc. Tu es obligé de structurer ça. Alors, justement, moi, je suis allé à la rencontre dans 30 pays du monde. J'ai pris mon sac à dos, j'ai fait un tour du monde. Avant la pandémie, j'ai eu de la chance de pouvoir le faire à ce moment-là. Je suis allé interviewer 250 leaders qui avaient disrupté ou qui avaient transformé fondamentalement le management traditionnel, le management à la papa. Et ces gens-là, ils ont fait basculer l'organisation traditionnelle et la hiérarchie de pouvoir, la hiérarchie individuelle, le lien de subordination que je décrivais précédemment, sur une hiérarchie d'équipe. Et donc, la hiérarchie d'équipe, donc souvent on décrit, Jeff Bezos avait décrit la Two Pizza Team. Oui, absolument. Donc c'est à peu près 6-8 personnes, hein, ça dépend si vous avez beaucoup entre 6 et 12 personnes. Mais il faut nourrir l'équipe avec 2 pizzas. Voilà, alors ça c'est très empreint de lean et d'agilité. Scrum, qui est apparu en 98 dans la Silicon Valley, qui a tout changé parce que ça a formaté l'innovation informatique sous la forme de sprints très courts, de 15 jours en moyenne, qui itéraient avec le besoin du client. Donc on était sûr qu'à la fin, les deux côtés du pont n'étaient pas à 1 mètre de distance, mais bien l'un en face de l'autre. Et donc cette itération permanente, ces équipes plus petites, on parle d'organisation cellulaire, peuvent faire le scale, peuvent s'appliquer à grande échelle, mais chacun dans son équipe a une capacité d'autonomie et d'intervention sur le registre de ses rôles, donc de ses responsabilités, qui est totale. Et personne ne va vérifier ce que vous avez à faire. Vous avez la responsabilité, vous pouvez aussi vous planter, mais vous êtes en charge. C'est ça. Et donc d'être en charge vis-à-vis de ses pairs plutôt que vis-à-vis d'un chef, qui peut être bon ou mauvais, mais qui a un seul cerveau. L'équipe, elle en a plusieurs, elle est pluridisciplinaire et elle est bonne, puisqu'elle est sizée, elle est dimensionnée précisément pour ce qu'elle a à faire, et elle résonne finalement comme une entité la plus autonome possible, redevable vis-à-vis d'autres. Hein. C'est comme si on avait un PNL virtuel à l'échelle de chaque organisation, de chaque cellule de l'organisation. Et finalement, c'est le vivant qu'on est en train de décrire. C'est comme ça que fonctionnent les cellules d'un corps, une forêt, c'est le vivant. Et donc, on parle aussi souvent d'organic organisation, organisation organique, et la taille humaine de ces cellules élémentaires, leur interdépendance, la capacité à cascader la raison d'être via une méthode que Google a inventée il y a 10 ans, qui est phénoménale de simplicité et d'efficacité, qui s'appelle les OKR, Objective and Key Result. Donc, on va cascader la raison d'être sur des objectifs clés stratégiques, et on va s'assurer que toutes les forces vives sont bien centralisées sur cela. Donc ça veut dire, ma raison d'être concrètement, ça veut dire ça. Oui. Et chacun des points, je le confie à une équipe, enfin à une série d'équipes, puisqu'on reprend tes alvéoles, tes cellules, etc. Oui, on va être capable de partir soit de la raison d'être qui s'exprime en une phrase, soit de plusieurs raisons d'être, de plusieurs phrases qui expliquent ce que fait l'entreprise, hein, parce que parfois c'est complexe. Et de celle-là, on va partir on va dire que ça, c'est le tronc. On va partir sur des branches, des feuilles, etc. Et on va être capable de décliner, de cascader comme ça les objectifs stratégiques de l'organisation. Et on va le faire par équipe et de façon cellulaire. Et la grande puissance de ce modèle, qui peut se designer sur des plateformes informatiques. Il y a un Français qui est leader mondial sur le domaine qui s'appelle Ola Spirit, qui permet de dessiner ces cercles et ces rôles et de voir l'évolution de l'organisation. Attends, tu vas trop vite. Au quotidien. Attends, d'abord, je voulais juste préciser un truc. Ce que tu décris, alors, Amazon, et il se trouve que j'ai discuté très récemment là, avec la DRH d'Amazon en France, Amazon revendique toujours ce fonctionnement avec aujourd'hui 1 300 000 personnes. Je ne sais pas, c'est 1 300 000 personnes, hein, Amazon. Voilà. Ça, donc, modeste. Oui, non, mais ça valide ton fonctionnement, et avec les résultats qu'on connaît. On ne peut pas dire qu'ils ne sont pas efficaces. Hein, voilà. Mais alors, effectivement, ça m'intéresse beaucoup aussi. Le logiciel. Tu rentres ça, tu cites 2 logiciels, tu rentres ça dans 2 logiciels. Raconte-moi comment ça se passe. Je parle de la Spirit. Il y a d'autres concurrents, mais ils ont quasiment pas de concurrents. Ils sont français. C'est le nouvel operating system des organisations organiques, cellulaires, à gouvernance partagée. Tout ça, c'est des termes qui veulent dire la même chose, qui permettent de décrire l'organisation par cette hiérarchie. La hiérarchie persiste d'équipes et de cellules.
Donc on va décrire une équipe selon un cercle, et les cercles constitués de rôles. Et un cercle, d'ailleurs, c'est un rôle. Si on prend un peu de recul, un cercle égale un rôle. Donc tout ça, c'est une constitution de rôles qui, assemblés, vont constituer une entreprise. Cette organisation... Attends, l'équipe, les 6, 8, 10 personnes, ils sont toujours ensemble ou non, c'est des équipes de projet. Voilà, exactement. Ouais, donc, moi, je peux avoir plusieurs rôles dans différents cercles. Et c'est ça qui est génial, c'est que moi, j'ai développé des compétences. Tu me connais, Stéphane, j'ai développé des compétences dans le milieu associatif. Mais jusque-là, l'entreprise, elle n'en a rien à faire parce qu'elle ne le sait pas. Mais moi, ce qui m'intéresse dans les organismes de nouvelle génération, c'est de pouvoir utiliser ces compétences que j'ai développées, soit à titre personnel, soit à titre associatif, sportif, je ne sais, dans différents cercles de l'organisation, si l'organisation me le permet et en a besoin. Deloitte dit l'entreprise aujourd'hui n'utilise que 20% des compétences qu'elle pourrait utiliser si justement elle avait une cartographie complète de l'intégralité des compétences qu'ont ses salariés. Ça me fait penser aux calculatrices quand on était au lycée, on utilisait 30% des fonctions, on avait plein de touches sur lesquelles on tapait jamais, plein de mémoires qu'on n'utilisait jamais. C'est ça les salariés dans l'entreprise et c'est ça qui fait que les gens deviennent fous. Ils sont frustrés, ils ont une relation alimentaire et à la fin ils rentrent à la maison en disant à leur époux ou à leur conjoint eh bien finalement je comprends rien. Voilà, attends, reviens sur ton logiciel. Donc, ton logiciel en fait il cartographie les centaines de compétences qu'il y a dans l'entreprise et il fait des points de rapprochement en fait. Alors sur Ola Spirit, je vais pouvoir décrire tous les rôles que je veux animer. En fonction des compétences dont je dispose. Et donc, c'est fini la feuille de poste. La fiche de poste, boum, terminée. C'est totalement obsolète. C'est-à-dire que là, c'est dynamique. C'est-à-dire que je vais pouvoir bouger dans les rôles que j'anime, dont je prends la responsabilité du jour au lendemain, en fonction de l'apparition de projets ou de la disparition de projets. Donc, il y a une vision très dynamique de l'organisation. Elle évolue tous les jours. Il n'y a plus de grands Big Bang. Moi, j'ai vécu toute ma carrière. Je voyais débarquer des consultants qu'on payait très cher, qui venaient pour 18 mois, qui nous pondaient une nouvelle organisation qui était forcément la meilleure puisque c'était celle que le chef qui les payait leur avait demandé de mettre en œuvre. Si on se dit les choses, je caricature un peu, mais pas tant que ça en fait. De toute façon, c'est toujours la même qui vendait. Donc Voilà. Et à l'issue de la mise en œuvre, eh bien, l'organisation est obsolète premier jour puisqu'elle date d'il y a 18 mois. Et donc, ça, c'est fini. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de grands soirs, il n'y a plus de réorganisation Big Bang, c'est tous les jours. Et si on fait des photos sur Ola Spirit de l'organisation tous les jours et qu'on accélère, on fait un time-lapse, on voit l'évolution organique de cette entreprise tous les jours avec une photo accélérée. Tu sais ce qui se passe là, Luc ? Il se passe que ceux qui te regardent font comme moi, c'est-à-dire là, j'essaye de projeter ça dans mon entreprise. Voilà, j'essaye de dire, mais comment on fait ? Parce qu'il faut quand même qu'il y ait un mec qui soit à un point précis, à une heure précise pour faire une tâche précise. Ah, bien sûr. Quand même. Bien sûr. Et d'ailleurs, la répartition du temps dans mes rôles, elle est clairement identifiée. Oui, mais ça veut dire que si personne n'a envie de faire ce truc-là, tu vois ce que je veux dire ? Dans l'ensemble de mes projets, justement, de mes rôles et tout, il faut quand même qu'ils soient tous occupés à un moment, à la fin. Ah oui, mais ça, la responsabilité vis-à-vis de ses pairs, elle est beaucoup plus engageante qu'un chef qui va contrôler si vous êtes levé le matin et si vous avez pointé le soir. Ouais, d'ailleurs, la relation... C'est-à-dire je vais le faire parce que je sais que je fous tout le monde dans la merde si je le fais pas. Exactement. L'engagement, il est total parce que si on n'est pas là, tous les camarades, ils en prennent plein la tête et ils sont mis en difficulté. Donc l'engagement, le matin, les gens se lèvent parce qu'ils ont envie de faire ce qu'ils ont à faire, parce que c'est beaucoup plus intéressant, ça évolue en continu, et parce qu'ils sont redevables vis-à-vis de toute l'équipe. Et que c'est comme dans une équipe de rugby, je ne me demande pas si le gars est là quand je passe le ballon, il faut qu'il soit là, on s'est entraîné des heures et des heures pour qu'il soit là, et donc c'est ça qui se passe dans une équipe agile. Qu'est-ce qui deviennent les partenaires sociaux dans ton histoire ? Alors les partenaires sociaux... non mais juste je fais une incise, c'est le sujet dont personne ne parle plus aujourd'hui. J'ai l'impression que le Covid a éradiqué les partenaires sociaux. Les amis, alors on va pas faire la Biden mania là, mais écoutez le vieux sage quand même des années 70 qui vous dit à un moment quand même, l'organisation des salariés c'est utile. Voilà, je referme la parenthèse. Moi je pense qu'ils n'ont absolument pas disparu et que d'ailleurs leur force est inversement proportionnelle à la capacité des organisations à décentraliser l'autorité. C'est-à-dire que les syndicats sont d'autant plus puissants qu'il y a des frictions entre les personnes managées et la direction. D'ailleurs, c'est totalement archaïque comme conception d'avoir une opposition comme ça.
c'est un peu pagnolesque entre les dirigeants d'un côté. Oui, bien sûr. Voilà. Et donc ça, dans les organisations que l'on décrit, avec cette capacité à complètement décentraliser l'autorité, à mettre en action chacun, c'est-à-dire que chacun est capable de proposer des changements d'organisation, des changements très concrets sur son périmètre de responsabilité. Normalement, si on va au bout de la logique, ça disrupte totalement les partenaires sociaux, simplement parce que chacun devient lui-même son propre... oui, mais moi, tu vois, le patron de ses rôles. Le sale néolibéral boomer, ça m'inquiète un peu, quoi. Voilà. Non, tout ce que tu décris me fascine. Je trouve ça génial, mais à un moment, tu as besoin... tu as besoin, pardon de le dire comme ça, mais d'une collectivité de travailleurs pour défendre un certain nombre d'intérêts, tu vois, au-dessus de la simple production et de l'avance de l'entreprise. Oui, mais ça s'appelle l'intelligence collective. C'est-à-dire qu'à partir du moment... il faut qu'elle puisse s'exprimer. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu décentralises l'autorité, les gens s'emparent et vont décider à plusieurs, et plusieurs cerveaux trouvent des solutions qui sont forcément meilleures qu'un seul. Qu'une minorité. Donc ils ont eu raison de refuser les syndicats chez Amazon, par exemple. Pardon, t'es pas obligé d'aller sur ce terrain-là si tu veux pas, mais ça me vient spontanément, puisque c'est sûr que c'est un modèle d'entreprise qui fonctionne comme tu l'as décrit. En tout cas, moi je pense que si les salariés sont en capacité de mettre en œuvre, on parle en anglais de safe enough to try, c'est-à-dire que si ce que je propose ne met pas en danger l'organisation, c'est mis en œuvre par défaut. Et on utilise un mode de décision qui s'appelle le consentement, qui est très en vogue. C'est-à-dire que le consentement, c'est comme à l'Assemblée nationale, les gens font des amendements, et puis si tous les amendements sont rejetés ou sont intégrés, on parle aussi de décision intégrative, à la fin, c'est mis en œuvre. Donc c'est safe enough to try, c'est-à-dire que la proposition ne reçoit plus d'objection valable pour ne pas être mise en œuvre, elle est mise en œuvre. Et chacun peut faire des propositions. Donc ça, je pense que ça résout quand même l'essentiel des frictions au travail. En tout cas, c'est ce que j'ai observé dans un certain nombre de sociétés. Aujourd'hui, j'ai dans ma base de données, puisque je comptabilise ces sociétés à l'échelle mondiale, à peu près 20 000 sociétés qui sont parties vraiment significativement sur ce modèle-là. C'est très peu à l'échelle de l'économie mondiale. Et il y a des très grandes, on a parlé d'Amazon, mais on est quasiment au bout, Luc, il y a d'autres très grandes parmi ces sociétés. Ce que je peux... oui, il y a des très grands, il y a des at scale. Ce que je peux dire, c'est que dans 100% des grands groupes, sauf vraiment ceux qui sont... dans des cas très particuliers, il y a des expérimentations partout. Ça, je te le confirme. Ça pop-up partout. On parle que de ça. En fait, ils parlent que de ça. C'est pas pour ça que ça va fonctionner. L'ADN à la vie dure, l'ADN des organisations à la vie dure, et je pense, personnellement, parce que je ne suis pas naïf et j'ai passé cet âge-là, que la plupart mourront en bonne santé. Ouais, mais Luc, non, mais le télétravail est un changement de paradigme tel qu'ils ne vont plus avoir le choix, en fait. À un moment, le micromanagement, tout ça, c'est mort. Cette pandémie a été extrêmement positive de ce point de vue-là. De ce point de vue-là. Et j'ai pas eu le temps de te parler de ton business, donc tu reviendras, parce que j'aimerais bien savoir comment tu gagnes ta vie après que tu nous as raconté tout ça quand même. C'était passionnant, Luc, absolument passionnant. Le fondateur de Purpose for Good, donc, était notre invité sur Bismart. On repart les amis, on repart avec Mathieu Lambeau qui est avec nous. Bonjour Mathieu. Bonjour Stéphane. Ravi de te retrouver dans une nouvelle aventure. Alors, mais c'est ça, alors c'est intéressant Mathieu parce que j'ai rarement l'occasion de mettre ça en avant. Je l'ai fait récemment avec Pierre Danon. Mettre en avant en fait les managers. Mettre en avant ceux qui prennent la direction de boîte. J'imagine, parce que, alors là c'est plus l'agroalimentaire d'ailleurs, hein, on va parler chien, chat, etc. et tout, mais t'as dirigé, combien de boîtes t'as dirigé là? Parce que t'es encore jeune, en tout cas 3 grandes. C'est sympa, voilà. Tu commences bien. Je suis jeune, c'est sympa ça. Non mais 3 quoi. Donc t'as dirigé Findus, Saint-Mamet, qu'on connaît bien, Findus longtemps, Saint-Mamet, qu'on 2 connaît ans bien aussi, hein, voilà. Bon, maintenant donc on va en parler, AgroBiothers, mais c'est un métier quand même, non? Que d'être manager. Parce que sans arrêt, les entrepreneurs. Il faut des gars pour tenir les business aussi. Pour les réorienter. À chaque fois, tu les réorientes. C'est quoi, justement? Je pense que tout se mélange, en fait. Il y a l'entrepreneur qui démarre de zéro avec la page blanche. Et là, c'est vrai que moi, je trouve ça toujours génial. Hein, les mecs qui commencent avec... Enfin, vraiment, voilà. Je pense, d'ailleurs, c'était tes émissions depuis des années, les célèbres.
Après, tu as le manager dans une grosse structure où là, tu es plus en fait un fonctionnaire probablement. Et puis après, il y a quand même il y a plein de managers, enfin plein de situations. Donc moi, j'étais plus dans des situations en fait où j'étais manager, c'est vrai, mais entrepreneur aussi. Attends, Findus, c'était quoi le chiffre d'affaires de Findus? Parce que c'est vrai, grosse notoriété, mais c'est une ETI. Tu veux dire à la fin ou au début? Non, mais au début, c'était 70, à la fin, c'était 400. Sur combien de temps? Ouais, mais finalement, ça a été pris par des hedge funds américains et on a perdu avec mon équipe. On pensait arriver à le racheter. Hein. D'ailleurs, là, on est dans des vraies histoires d'entrepreneurs. Et finalement, on n'est pas arrivé. Et donc... je me souviens plus de cette histoire. Vous aviez essayé de faire parce qu'il y a des histoires qu'on ne dit pas dans les médias. C'est bien que tu as un émetteur toujours pour une histoire, donc c'était pas, il n'y a pas besoin de le dire. Tu l'as jamais raconté l'histoire? Non. Ah non, il n'y a pas besoin. Quand tu rates un deal, tu vas pas aller. C'est vrai, tu as raison. Non, mais quelqu'un aurait pu, parce que c'est une marque iconique, si tu veux, c'est super intéressant et quelqu'un aurait pu. En fait, on l'a raté. La vraie histoire, c'est pas le sujet du jour, mais la vraie histoire, c'est qu'on l'a raté lors du Horse Gate, en fait. Ah oui, c'est ça, la viande de cheval, l'histoire de la viande de cheval. Et après, on l'a raté 2 ans plus tard. Finalement, c'est parti, c'est très bien. Ils font un super boulot et je suis fier de mes équipes. Puisque Findus est devenu hyper dominant, hein, c'est quand même génial. Hein. Ouais, et quand justement je venais de voir sur ton plateau il y a très longtemps, on était tout petits. Oui, mais déjà, tu avais en tête des choses qui... Alors, vraiment, là-dessus, je te rends hommage. Il y avait un truc qui m'avait énormément marqué. D'accord. Et que le retail oublie trop souvent, quel que soit le... C'est pourquoi tu avais fait un paquet de... C'était pas 1 kilo, c'était 1 kilo et quelque chose, 300, 400 grammes, parce que tu avais mis des petites caméras dans des cuisines, des gens qui évidemment étaient volontaires. Tu avais regardé comment le client portionnait ce que tu lui vendais, et tu t'étais dit, si je fais 1 kilo, il n'en aura pas assez, si je fais 1,5 kg, il en aura trop, et on va lui faire exactement ce qu'il veut. Voilà. Ouais, c'est la base. Des clés. C'est la base de notre métier. Hein. Je pense que exactement. Dans la grande consommation, et là on va parler des animaux, parce qu'on parle de chien-chat, exactement. Poisson et de jamais sans mon chat. Exactement. Voilà. Jamais sans mon chat. Et au final, si on ne comprend pas le consommateur, si on n'est pas en fait marketeur, on n'est rien. Et d'ailleurs, c'est bien le drame quand les financiers finalement mettent que des financiers à la tête de ces boîtes, ça marche pas. C'est pas possible. Bah non, forcément. Enfin, il faut qu'il y ait un financier, mais il faut que le financier fasse confiance au gars qui est au contact du client, faut être vraiment connaît le client. Alors donc, et là c'est un chiffre, donc je l'ai dit en sommaire. Mais alors ça vaut quoi ton sondage quand même? Parce que je me suis dit que j'allais valider le sondage. À tes côtés. On parle de Whoopet, qui est un site internet avec quand même 3 ou 4 millions de personnes, donc je pense pas qu'ils fassent des choses n'importe comment. D'accord. Et ce sondage est juste génial. C'est qu'on a vraiment du souci à se faire, toi et moi. Donc, 2 tiers des sondés déclarent que leur animal de compagnie est leur principale source d'amour. Leur conjoint est à 13%, la famille 19%, les amis 2%. Ouais. Mais est-ce que ça en dit plus sur les propriétaires d'animaux que sur la société en général, non? Parce que j'imagine que, puisque c'est Whoopets qui sonde ses lecteurs, etc., ça en dit énormément sur les propriétaires d'animaux, mais ça valide ton... Enfin, ce pourquoi j'avais envie que tu viennes, c'est qu'on est aujourd'hui sur des dimensions qui peuvent être irrationnelles sur les dépenses que sont prêts à faire certains propriétaires. Je pense que la décharge émotionnelle d'avoir un animal, c'est une sorte de dynamite émotionnelle. Et alors après, tu vas probablement, toi ou d'autres vont inviter des gens pour le commenter, mais on remplace l'homme un petit peu par l'animal, quelque part. On est à 13%. Ouais. Oui, mais en fait, chez les propriétaires d'animaux, non? Enfin, bon, ouais, mais enfin, quand même. Il y a quand même bien des propriétaires d'animaux qui ont des conjoints. Et je m'adresse à eux. Ne désespérez pas. Aimez-vous les uns les autres. Et donc voilà, moi ce qui me concerne, allez aimer les conjoints, je m'en fous. Ce qui m'intéresse, c'est... Oui, c'est ça. Exactement. Et donc, je pense qu'il y a une relation qui est en train de se faire qui est très forte. On parle d'humanisation de la relation à l'animal. Moi, je dirais de surhumanisation. Et on arrive au point où on fait des lois. Hein. On est bien en train de débattre depuis... plusieurs mois avec la loi de Julien Normandie. Je la connaissais pas, je l'ai apprise grâce à toi, cette loi contre les abandons d'animaux. Ouais. D'accord. Et on a plein de phénomènes de société, que ce soit les véganes, que ce soit, qui est quand même aussi que ce soit le L214. Tu as raison. Et tout ça finalement se lie et on commence à placer l'animal dans une autre dimension. Exactement. Ouais. Et c'est là où finalement des business comme Agrobioteur, qui est un business de pet care. Donc on connaît le pet food. Hein. Le pet food, tout le monde connaît. Si on prend la GMS, par exemple, c'est 2 milliards. Le pet care, c'est 200 millions d'euros. Donc c'est tout petit, c'est 1/10. Attends, je veux traduire. Hein. Donc, dans la grande distribution,
l'ensemble de la nourriture pour animaux, c'est ça, enfin animaux de compagnie. C'est ça. C'est un business de 2 milliards d'euros. Mais toi, c'est l'hygiène, beauté. J'ai adoré ça. C'est L'Oréal en fait. Hein. C'est hygiène, beauté et les accessoires. Voilà. Exactement. En et fait, ça, c'est 200 millions. Ça. 200 millions. Ouais. Et si on rajoute la litière qui fait 250, on arrive à plus de 400. Mais donc finalement, c'est des produits qui avaient peu de valorisation au départ, qui étaient peu recherchés. On achetait une lespe pour un chien, comme on achetait autre chose. Voilà, c'était pas, on va dire, un acte choisi, un acte émotionnel. Et on voit bien, de par ce qu'on a fait, puisqu'on est arrivé, nous, il y a 1 an, on a fait une chose très simple. On a 3 marques. On a changé immédiatement le logo des marques, le packaging des marques, donc du basico-basique en marketing, hein, c'est rien de... Et les marques sont à plus 30, plus 40. Et honnêtement, alors certains vont dire, c'est l'effet épidémie. Non, c'est pas l'effet épidémie. D'ailleurs, le marché n'est pas à plus 20, plus 30, plus 40, il est à plus 8. Et la moitié de la croissance, c'est nous. Donc ça montre juste que derrière ça, en fait, il y a une attente consommateur qui est forte. C'est que si on a, à un moment donné, un jouet pour un chien mal marketé, il intéresse moyennement. Par contre, si on commence à le marketer, en parler, si on fait un shampoing si on fait des produits de soins pour chien, pour chat, voire pour hamster... Non, mais c'est vrai. Mais oui. Et à ce moment-là, on intéresse. Voilà. Et quand tu parles de packaging, de marketing, je disais c'est L'Oréal. Les codes de communication... Non, mais les codes de communication sont les mêmes. Enfin, tu essayes de t'approcher des codes de communication qui sont utilisés par les grandes firmes de cosmétiques. En fait, je pense que la seule chose qu'on a à faire, et je ne sais pas, et je le dis vraiment en admiration par rapport à des gens comme L'Oréal, c'est de faire exactement comme eux. Ouais, c'est ça. C'est de surtout pas essayer de se dire... Comme c'est des animaux, il faudrait faire différemment. Donc, s'il y a une tendance bio, il faut faire du bio. S'il y a une tendance naturelle, il faut faire naturel. Et donc, ce qu'on appelle, avec un mot compliqué, l'anthropomorphisme, c'est exactement ça. On donne quand même, on associe nos animaux à des sentiments, à des choses qui sont humains. Bon, mais toi, en tant que manager, et je voudrais surtout pas donner une mauvaise... J'imagine que tu respectes ça. C'est-à-dire, tu regardes ces phénomènes, tu les respectes, et enfin, pour comprendre tous tes clients et pour pousser le truc le plus loin possible, peut-être pas aller trop loin non plus, c'est ça, à un moment... Non, ce qui est intéressant, en fait, c'est que ces marchés... Alors, si on prend, par exemple, l'alimentaire, où j'étais, c'est des marchés qu'on a suranalysé les consommateurs. Et quand on mettait, nous, les caméras dans les cuisines à Findus pour justement voir... C'est parce qu'on était arrivé à un moment donné où on voulait être sûr de nous, on voulait vraiment comprendre. Là, on arrive dans un secteur où, finalement, il n'y a pas eu tant d'analyse que ça. Il n'y a pas eu tellement de... Alors, le marketing, c'est un gros mot finalement, mais ça veut dire quoi sur le fond? Ça veut dire comprendre le consommateur, c'est tout. Et donc, on est juste en train, la seule chose qu'on est en train de faire, quand je dis du basico-basique, c'est juste, enfin, l'école de marketing vous apprend ça, c'est d'écouter les consommateurs, de comprendre ce qu'ils veulent et d'essayer de faire les produits qui correspondent à ce qu'ils veulent, c'est tout. Et ton pricing, est-ce que tu arrives par les prix aussi à remonter un petit peu tes prix, vu cette frénésie qui saisit l'ensemble de tes produits? Alors, on n'est pas, en fait, nous, dans une stratégie de profiter. Alors déjà, ça, c'est un truc que je trouve... Je pense qu'il faut faire très attention à ce qui se passe actuellement, parce qu'on a peut-être ce qui se passe aujourd'hui, il y a ce qui se passera demain. Et le pouvoir d'achat d'aujourd'hui, c'est pas le pouvoir d'achat de demain, déjà. Ouais. Donc, commencer à prendre des paris en disant on va premiumiser, pour utiliser un mot usité, à mon avis, c'est dangereux. Deuxièmement, nous, on est dans plusieurs réseaux et le pricing dépend du réseau. Si on prend par exemple le réseau GMS, donc la grande distribution, là, on est sur des prix très accessibles. Et donc, on va rester là-dedans. Maintenant, bien entendu, lorsqu'on a un produit bio, on est 30% plus cher comme on l'est pour l'alimentaire. Lorsqu'on va aller sur un produit naturel, et on a plein de gammes qui vont arriver en 2022, on aura aussi un premium de prix qui sera en lien avec ça. Mais il n'y a pas de stratégie, on va dire, d'augmenter les prix. Après, quand tu es sur Internet, sur des modèles de business différents, enfin sur des chaînes de supply différents, forcément, tu as des prix différents aussi. Parce que ton coût est différent. Oui, tout à fait. Mais non, mais j'entends bien ce que tu dis. Grande prudence. Ouais. Avant de pouvoir analyser ce qui est en train de se passer. Ouais, je pense. Alors c'est le dernier point qu'il faut qu'on voit ensemble. Tu l'as dit. Alors d'abord, j'ai pas dit, c'est donc entreprise familiale, qui était familiale. Tu as 3 unités de production, 250 salariés, un labo de recherche justement pour l'ensemble de ces sujets. Et donc c'est là aussi le bio, le naturel. Enfin, on va pas détailler parce que là, les litières. Mais j'ai regardé ce que tu fais. Tu es aujourd'hui tu fais de la recherche pour rendre des litières totalement naturel, biodégradable.
Ouais, en fait, on a une stratégie qui est simple. Tu l'as compris, le premier axe, la première chose qu'on fait, c'est la marque. Je viens de te parler de la marque pendant 10 minutes, là, enfin 2 minutes. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire comprendre le consommateur, faire des packaging, on va commencer à communiquer, etc. Donc ça, c'est la marque. Et il y a une deuxième chose qu'on fait, qui est plus on va dire je crois réellement qu'aujourd'hui, il n'y a pas de plan B. Je suis un écologiste depuis. D'ailleurs, quand on se parlait à Findus, on en parlait déjà. Oui, pêche responsable. C'est la première fois avec toi que j'ai entendu parler de pêche responsable. Exactement. Donc, à Boulogne-sur-Mer, je me souviens. Et on sait très bien aujourd'hui que les financiers qu'il y a encore, ou ceux qui pensaient encore. Voilà. Donc ça a changé. Donc on est en train de faire pivoter la boîte à 360. Et là, c'est vraiment très compliqué. D'une boîte qui finalement connaissait même pas le mot. Du reste, l'écologie, c'était quelque chose qui était pas connu, qui n'était pas compris. Sachant qu'il faut savoir que la plupart des produits, pas forcément dans notre cas, mais de l'industrie, viennent de Chine. Ouais. Donc on a un problème. On est en train de la faire pivoter sur un axe d'écologie, de responsabilité sociale. Non, mais ça veut dire que le petit jouet pour les chiens, par exemple, tu veux plus qu'il vienne de Chine. C'est ça. Et tu veux essayer d'éviter... il sera forcément toujours un peu en caoutchouc, quelque chose comme ça. Enfin, tu vas réfléchir là-dessus, tu travailles sur la façon de le rendre le plus éco-responsable possible. On travaille, on fait déjà. C'est-à-dire que, ça me fascine. Non, mais c'est génial. Et après, donc 2 choses. Là, sur les jouets, qui a un truc intéressant. Donc les jouets, 99% des jouets pour les chiens viennent de Chine. Ouais. Tu fais quoi quand tu arrives? Donc ce qu'on a fait, c'est 2 choses. On a une belle usine en Tunisie qui fait du textile. On est en train de la convertir à faire du jouet. Parce que bien entendu, quand tu fais la Bourgogne, cuiserie, on est made in Bourgogne, hein, on est fiers de l'être. Quand tu fais Bourgogne-Tunisie, c'est la même distance que Bourgogne-Birmingham. En plus, il y a le Brexit, donc ça c'est mort. Oui, mais je comprends. Non, et tu te rapproches, il n'y a absolument aucun problème. Voilà. Et après... Mais même dans les composants et les matériaux, tu vas faire en sorte qu'elles soient éco-responsables. Exactement. Donc on part sur des produits recyclés, on part sur notamment des jouets qui sont à base de caoutchouc naturel, donc qui sont plus à base de plastique. Donc voilà, et donc ça qui vont être forcément... Moi ça m'intéresse beaucoup de savoir si... parce que tu vas augmenter ton panier moyen, forcément ce sera plus cher. Bien sûr. Et donc les gens qui vont suivre, c'est là que ça va quand même être très intéressant. Bien sûr. Merci Mathieu, on est déjà au bout. Ça fait un quart d'heure qu'on se parle quand même, hein. C'est passé Je suis désolé. C'est passé à une vitesse dingue. C'est passé à une vitesse dingue. Donc AgroBiothers, et on n'a pas cité les... T'as 3 marques, c'est ça, hein, Absolument, on a une marque qui s'appelle donc... Vetocanis, qui est la marque de soins qu'on trouve chez Leclerc, Carrefour, Système U, Intermarché, j'espère j'en ai pas oublié. C'est toujours un grand risque ça. C'est un gros risque. Auchan, t'as oublié Auchan. Voilà. Et puis j'ai une marque qui s'appelle Aimé, donc qui est une marque là plutôt de ce qui n'est pas en fait hygiène soins. Et après on a un réseau qui s'appelle l'animalerie, la jardinerie, etc. Donc je vais pas les citer, sinon là pour longtemps. Il y en a beaucoup. Et là on a une marque Tyrol qui s'appelle Tyrol. Mathieu Lambeau était notre invité sur Bismart. Les amis, on se retrouve demain.